Alors attention, accrochez-vous bien, ça risque d'être un petit peu long. C'est parti, il est sénateur des Landes dans l'hémicycle comme dans les commissions, car il est membre de la commission des lois, vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, vice-président du groupe d'études mer et littoral, membre du groupe d'études numériques, mais aussi conseiller de la communauté de communes de Marennes-Adour-Côte-Sud, conseiller municipal de Cabreton, il a été conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, président et vice-président de la communauté de communes à Marennes-Adour-Côte-Sud et il est directeur de recherche au CRNS. Mais aussi, car ce n'est pas fini, il est auteur. Aujourd'hui, je reçois Eric Kérouche dans J'y comprends rien. Bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Alors, je ne suis plus conseiller municipal et conseiller communautaire depuis les précédentes élections. J'ai choisi de n'avoir qu'un seul mandat. D'accord, très bien. Bon, alors on va commencer par présenter les sujets d'aujourd'hui. Donc dans un premier lieu, nous allons discuter de vous et de votre métier. On continuera avec le débat sur un sujet que j'ai choisi. Ensuite, nous partirons pour 10 questions d'actualité. On continuera avec le jeu des chiffres avant de finir sur votre carte blanche. Allez, jingle, c'est parti. Parlons de vous et de votre métier. C'est quoi un sénateur aujourd'hui ? Un sénateur, c'est quelqu'un qui appartient à la Chambre haute du Parlement. Donc le Sénat, il y a 2 chambres en France, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en gros, on va dire que dans la plupart des démocraties occidentales, il y a 2 chambres. Une chambre basse qui est en général élue au suffrage universel direct, c'est le cas de l'Assemblée nationale, et une autre chambre qui est faite d'une certaine façon pour contrebalancer la première, pour que les choses aillent pas trop vite, pour que les choses aillent plus lentement, pour qu'on réfléchisse sur les textes. Et le rôle de cette chambre en France, il est dévolu au Sénat, auquel j'appartiens. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, de telle façon, encore une fois, à ce que le Sénat non seulement est un législateur comme un autre, même si l'Assemblée a le dernier mot, et en même temps, le Sénat doit représenter l'ensemble des territoires, et c'est assez important parce que ça permet aussi de faire remonter les préoccupations des territoires. Voilà. D'accord. Vous avez un parcours politique chargé, alors est-ce que vous avez toujours voulu faire carrière dans la politique ? Absolument pas. Non ? Absolument pas. Alors vous avez dit, vous l'avez dit, je suis chercheur par ailleurs. Et en fait, quand on fait de la sociologie, on regarde la vie des individus et on se rend compte que des fois, il y a ce qu'on appelle des bifurcations. Oui. Et il y a des choix inattendus. Et vous, c'est un choix inattendu. C'est exactement ce qui m'est arrivé parce que je ne serais pas devant vous, on ne discuterait pas aujourd'hui si, en 1997, Jacques Chirac, de manière complètement imprévue, n'avait pas dissolu l'Assemblée nationale. C'est à cause de ça que j'ai eu une carrière politique. D'accord. Et bien donc, c'est donc quelque chose qui n'était pas prévu au début et donc vous avez pris l'opportunité. Alors en fait, j'étais au départ, et je suis toujours, donc chercheur en sciences politiques. Oui. Et donc je venais de finir ma thèse. J'étais en phase de recrutement. Ah oui. Et donc arrive cette dissolution. J'étais pas encore recruté au CNRS. Et donc j'ai un ami qui travaillait pour Jean-Pierre Dufaux, l'ancien député maire de Cabreton, et qui m'a dit « Mon maire vient d'être élu député. Comme tu n'es pas recruté, est-ce que tu veux nous donner un coup de main comme assistant parlementaire pendant 1 ou 2 ans ?» Et donc, j'étais à Bordeaux et je suis arrivé dans les Landes. D'accord. Voilà l'histoire. Génial. Pourquoi le Parti socialiste ? Parce que je suis quelqu'un de gauche, parce que je pense qu'une société ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas de justice sociale, s'il n'y a pas d'égalité entre les gens. Et je crois qu'on le voit actuellement, la multiplication des inégalités, qui sont de plus en plus fortes entre des gens qui concentrent les richesses et le pouvoir et les autres qui n'ont pas beaucoup, fait que cette société risque d'exploser,
que si on ne met pas de garde-fou au libéralisme, il y a des conséquences économiques et il y a des conséquences écologiques. Et que donc, voilà, je suis résolument quelqu'un de gauche. D'accord. Mais donc, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition au gouvernement. Complètement. Donc, vous ne soutenez quasiment pas le gouvernement dans ce qu'il fait, mais vous pouvez aussi le soutenir de temps en temps. Alors, je pense que Le rôle de l'opposition. Je pense que le rôle de l'opposition, c'est pas de s'opposer pour s'opposer. Oui. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas très responsable. Oui. Donc, il y a des textes sur lesquels je m'oppose parce que j'ai l'impression, et je crois qu'il faut le faire. C'est pas par rapport à un groupe, c'est par rapport à vous, donc. Alors, on prend en général des décisions qui sont collectives. Oui. Mais, par exemple, il y a 2 semaines, quand le Premier ministre a fait une déclaration de politique sur laquelle on devait voter, le groupe a voté pour, et moi avec, parce qu'on pensait que la solution qui était proposée, il n'y en avait pas d'autre. D'accord. Donc voilà, maintenant, sur la plupart des orientations, et notamment, je vous l'ai dit, sur la politique sociale, sur la plupart des orientations du gouvernement Macron, oui, je suis contre. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre suffrage universel direct et indirect ? Oh oui, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'a priori, est-ce que vous êtes élu pour l'instant, Lucas ? Non. Bon, si vous êtes élu, vous pourrez voter pour moi. Oui. Si vous n'êtes pas élu, vous ne pourrez pas voter pour moi. Le suffrage universel direct, c'est quand tous les électeurs votent. D'accord. Le suffrage universel indirect, c'est quand une partie des électeurs qui ont déjà le droit de suffrage ont le droit de participer à une élection. Voilà. On va y revenir parce qu'il y a un point qui m'intéresse beaucoup là-dessus sur le suffrage universel indirect. Vous êtes en tournée des maires des Landes en ce moment. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a une grande partie des maires qui ont été renouvelés et qui ne me connaissent pas. Oui. Et donc, je vais discuter avec eux suite à leur prise de fonction. Et ensuite, parce que, je vous l'ai dit, c'est très bien qu'il y ait des assemblées situées à Paris. Oui. Pour autant, Paris n'est pas le centre du monde. Oui. Et donc, il est important pour moi de discuter avec les gens, de telle façon que leurs préoccupations, ce qu'ils pensent au quotidien, je puisse aussi le relayer dans ce qui fait la vie de l'Assemblée tous les jours. Oui. Que les préoccupations locales deviennent aussi des préoccupations nationales. Et c'est mon rôle d'être un trait d'union entre les Landes et ce qui se passe à Paris. D'accord. Donc dans la Constitution, l'Assemblée nationale a le dernier mot dans les débats en cas de non-accord. Ouais. Et donc pourquoi le Sénat est un petit peu rabaissé ? Alors, c'est compréhensible encore une fois, parce que le suffrage universel direct de l'ensemble de la population a la primeur sur le suffrage universel indirect. Mais il y a une autre raison, une raison toute simple. C'est que quand les 2 chambres ont le même pouvoir, ça peut poser une autre difficulté, c'est-à-dire des situations de blocage où on ne trouve pas d'accord. Et oui. Donc, on comprend effectivement qu'il y a eu une espèce de gradation qui a été faite. Pour autant, juste pour que vous le sachiez, quand on regarde les textes, d'abord, il y a très peu de textes qui finissent par un désaccord majeur entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En général, il y a une commission à la fin qui s'appelle la commission mixte paritaire. D'accord. On prend des députés, des sénateurs, on les met ensemble et on essaie de se mettre d'accord sur le texte. Oui. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, entre 60 et 70% des amendements du Sénat, donc des transformations amenées par le Sénat, sont gardés dans les textes définitifs. Oui, d'accord. Le Sénat donc, est un lieu emblématique de la représentation nationale, mais aussi, je trouve personnellement, un lieu symbole de richesse comparé à l'Assemblée nationale où les députés sont assis sur des bancs, les sénateurs sont assis sur des sièges qui paraissent confortables. Et c'est ce qui m'amène à me poser la question, ça fait quoi de siéger dans un lieu aussi important ? Ça fait bizarre et ça me fait toujours... je vous répondrai quand même sur les sièges parce que c'est pas si confortable que ça. Ça fait bizarre parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. D'abord, quand on y rentre, il faut se dire qu'on y a été élu. Alors ça peut sembler idiot, mais c'est un lieu qui est le Sénat est un lieu chargé d'histoire, et donc on a l'impression d'être
quelqu'un dans une suite. Alors il y a des bustes partout de Victor Hugo, de Lamartine, donc on se sent un petit peu. Il y a le siège de Napoléon. Il y a le siège de Napoléon, mais bon, ça c'était avant. Oui. Donc, et on se sent un petit peu l'héritier d'une longue tradition et en même temps un petit peu écrasé par cette tradition. Ouais. Et sur les fauteuils, il faut que vous sachiez qu'au bout de 3 heures, en fait, et surtout vers 6-7 heures quand on siège, c'est pas si confortable que ça, parce que ça a tendance à s'écraser, on s'écrase avec. Mais bon, heureusement qu'il y a des sièges, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je vais passer à la dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre métier, donc directeur de recherche au CNRS ? C'est quand même un rôle scientifique, donc vous avez un esprit très rationnel. Et est-ce que ça vous apporte quelque chose sur votre métier de sénateur ? Alors 2 choses. Je suis encore chercheur à temps partiel parce que j'ai plus c'est bien sûr, je peux pas avoir une fonction comme sénateur et une fonction à temps complet comme chercheur. Mais en fait, j'ai une spécificité, c'est que dans mon domaine de recherche, je travaille sur la décentralisation et sur les parlementaires, en France et en Europe. Alors, ce qui fait que, d'une certaine façon, je suis devenu mon propre objet de recherche. Je pense que c'est assez rare pour un chercheur. Mais surtout, trêve de plaisanterie, sur la décentralisation, ça me sert beaucoup parce que, et c'est pour ça que je peux continuer en fait ce rôle, c'est parce que on réfléchit à beaucoup de textes sur la décentralisation au Sénat, et mes lectures théoriques et même mes expériences ou mes enquêtes pratiques me servent dans la rédaction des textes de loi. D'accord, donc en fait, vous joignez les deux. Oui, j'ai cette possibilité. Si j'étais, ce que je ne serais jamais, parce que je suis chercheur en physique pure ou en physique nucléaire, c'était pas possible. Là, il y a un vrai... Peut-être sur Fessenheim. Peut-être. Et je pense qu'il vaut mieux laisser à d'autres que moi. Mais bon, du coup, la complémentarité, là, il y a une vraie complémentarité. D'accord. Merci pour ces réponses. Allez, maintenant, on va partir sur le débat. Jingle. Bon alors pour le débat, j'ai choisi comme sujet le vote par correspondance. Ouais. En effet, je n'ai pas choisi ce sujet pour rien. Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi visant à instaurer le vote par correspondance pour l'élection du président de la République. C'est une proposition composée d'un seul et unique article divisé en 3 sous-parties. Donc le 1 qui modifie la loi sur l'élection du président de la République, la seconde sous-partie qui dit que c'est un Conseil d'État qui fixe les modalités de la première sous-partie, et une troisième qui dit que la loi doit être en vigueur avant le 15 juin 2020. Et ensuite, une fois que l'on sait tout cela, ce n'est pas fini, car là commence le travail, si je puis dire. C'est un texte qui vient d'être déposé, donc il doit passer en commission en première lecture, puis il doit passer en séance publique, puis être amendé, puis passer à l'Assemblée nationale pour pouvoir passer en commission, puis dans une séance publique, pour revenir au Sénat pour une seconde lecture, et ainsi de suite. Bref, débattons sur ce sujet. Pour ouvrir le débat, je vous propose cette question qui... Qu'est-ce que va apporter le vote par correspondance à la France ? Alors, j'ai déposé cette proposition de loi et une autre. Il y a deux lois, une pour le président de la République et une autre pour tout le reste des élections. D'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a vu, d'une part, que les élections municipales, il n'y a qu'à voir comment on est déguisé aujourd'hui. Les élections municipales se sont déroulées dans un climat de Covid. Et déjà, il y a une tendance à la baisse de la participation en France, on pourra y revenir. Mais ensuite, il y a surtout eu la pandémie. Et la pandémie a eu un seul résultat, c'est tout simplement le fait que les gens n'ont pas voulu aller voter ou n'ont pas pris le risque d'aller voter. Donc l'idée, c'est quoi ? Bien entendu que là, dans le moment où on se parle, les gens sont, et à juste titre d'ailleurs, plus préoccupés par les conditions économiques et sociales dans lesquelles on vit, parce que il y a déjà des conséquences dramatiques et malheureusement, il y en aura encore. Pour autant, la démocratie, elle ne peut pas fonctionner en apesanteur. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on puisse continuer à voter, quel que soit le cas de figure. D'où cette loi. Parce qu'on n'a pas de bons moyens de garantir, sinon, la participation des gens, si la pandémie venait à perdurer, ou si ce que je ne souhaite pas, comme vous, qu'il y en ait une autre dans le futur. Donc voilà, cette solution a été mise en place dans plein de pays occidentaux.
Pour l'exemple, les États-Unis, c'est 70 millions de votes par correspondance. Et alors, moi, ce qui m'embête un petit peu avec ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Par exemple, des personnes décédées qui pouvaient encore voter parce qu'ils ont envoyé le vote par correspondance. Donc, il faut aussi... ça, honnêtement, c'est complètement marginal. Ouais. En termes quantitatifs, c'est dérisoire. D'accord. Le vrai problème aux États-Unis, c'est que le président sortant, Donald Trump, en a fait un argument politique, alors que c'est simplement une technique de vote. Oui. Avant 2020, avant ce vote, les électeurs démocrates comme républicains utilisaient cette méthode de vote. D'accord. Il y a eu une polémique autour de Donald Trump, mais il n'y a pas que, les États-Unis. Oui. Le vote postal, c'est l'Australie, c'est la Suisse, c'est l'Irlande, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne. Donc, voilà. Et d'ailleurs, parmi tous ces pays, il y a l'Australie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse qui ont le vote obligatoire. Et alors, est-ce que ce ne serait pas une autre solution pour éviter qu'il y ait un désert de vote? Alors, il y a deux choses. Le vote obligatoire, on peut en discuter. Oui. Mais ça ne voudrait pas dire qu'en période de pandémie, le vote obligatoire pourrait mieux se dérouler. Oui. Donc il y a le problème du moment. Après, il y a un deuxième problème qui est celui des procurations. Je ne sais pas si vous avez déjà voté par procuration, moi on m'en a donné, j'en ai donné, je donne mon vote à quelqu'un, mais au final, vous n'avez jamais d'assurance que la personne à qui vous avez donné votre vote va effectivement voter pour le choix qui est le vôtre. Donc en fait, vous allez supprimer... Non, je dis juste que le vote par procuration pose au moins autant de problèmes que le vote par correspondance. Oui. Le vote par correspondance, vous choisissez chez vous. Mais encore une fois, ce n'est pas un moyen de remplacer le vote actuel. Ah non. C'est un moyen supplémentaire pour donner plus de flexibilité et pour éviter l'abstention. Et pour éviter l'abstention. Parce que qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps, c'est votre génération qui vote le moins, par exemple pour les municipales. Pourquoi ? Parce que souvent, vous êtes étudiant, vous êtes dans une autre ville que dans celle où vous êtes inscrit. On ne s'inscrit pas automatiquement. Et ce qu'on a vu ailleurs, c'est que quand on met en place le vote par correspondance, ça fait plus participer, notamment les plus jeunes. Donc, c'est à la fois un moyen pour répondre à la pandémie et un moyen supplémentaire qu'on pourrait utiliser pour effectivement rendre les conditions de vote plus faciles et donc, et c'est ce qu'on constate ailleurs, faire en sorte que les gens participent plus. Et donc, ce ne serait pas une solution de mettre le vote obligatoire ? Ça, c'est un vrai débat. Je ne sais pas s'il faut que le vote soit obligatoire, parce que le vote obligatoire, c'est aussi casser le thermomètre des difficultés. S'il y a une partie des gens qui s'abstiennent, c'est aussi pour de bonnes raisons et il faut les prendre au sérieux. Et alors pourquoi pas les comptabiliser ? Par exemple, les votes blancs et les abstentions. Alors, qu'on comptabilise les votes blancs, je suis complètement pour. Il n'y a aucun souci. Après, on ne peut pas comptabiliser les abstentions. Puisque par définition, ils sont pas venus. Mais mon point ici, c'est de dire que s'il y a des gens qui s'abstiennent, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à les convaincre. Et que donc c'est peut-être plus important de travailler là-dessus que de les obliger à venir, alors que de fait, on sait qu'ils ne veulent pas le faire. Oui. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé que tous les élus locaux devaient voter pour les élections sénatoriales. S'ils ne votent pas, c'est une amende de 100 € qui leur est distribuée. Alors, moi, je trouve pas ça extrêmement normal, alors que quand on voit une amende pour non-port du masque est à 135 € et pour jeter un mégot par terre, 135 € aussi. Pourquoi 100 € alors que c'est quand même un devoir qu'ils ont ? Alors, bon, c'est en fait une élection, c'est l'une des rares élections dans laquelle il y a une sanction de ce type. Elle est assez symbolique parce que elle était à 4,50 € avant. Les taux de participation aux élections sénatoriales frôlent entre normalement 98-99%. Oui, mais donc justement parce qu'il y a l'obligation. Il y a une obligation de vote. Il y a une obligation de vote parce que le corps électoral est plus petit. Oui. Mais je veux dire, il y a aussi le fait que
on est les élus des élus. Oui. Et que, donc, ce sont des gens qui sont habitués à la chose publique, qui sont habitués aussi à faire des choix, localement. Oui. Et donc, il est important qu'ils viennent désigner leurs représentants. Aussi pour montrer l'exemple, surtout. Je pense qu'il y a aussi une exemplarité, oui. Si le maire va voter, pourquoi pas les citoyens. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux 10 questions. C'est le moment donc des questions rapides. Allez, jingle. On part sur les questions rapides. C'est 10 questions qui portent sur l'actualité où il faut essayer de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous aimez le président ? Aimer ça serait pas à la limite, ça serait non, je l'apprécie assez peu parce que je trouve qu'il avait suscité de l'espoir et je trouve qu'il l'a vite déçu. Ah ouais. Vous pouvez répondre un peu plus longtemps sur celle-ci. Expliquez-moi, c'était les élections sénatoriales récemment, mais que la moitié des sénateurs. Vous m'expliquez le fonctionnement du Sénat, pourquoi on renouvelle que la moitié ? Alors, au départ, le mandat sénatorial, c'était un mandat de 9 ans. Oui. Et le Sénat était renouvelé par tiers. On est passé au début des années 2000 à un mandat de 6 ans. Et donc, on a gardé le rythme où tous les 3 ans, il y a une moitié des sénateurs qui est renouvelée. Oui. Donc, il y a un changement assez fréquent au Sénat. Donc, ça fait qu'il faut se réorganiser entre tous les sénateurs. Ça veut dire que votre groupe même a dû changer à moitié, normalement, non ? Alors, ça dépend. C'est à peu près. Ça peut aller de 30 à 60%. Là, c'était 40%. Oui, on se remet en marche tous les... Enfin, non, pas en marche, d'ailleurs. Oui. Faire attention à ce qu'on dit. On se remet à travailler différemment tous les 3 ans, mais il y en a toujours qui assurent la continuité. D'accord. Vous avez voté contre le chèque vacances pour les personnes travaillant dans les milieux sanitaires et médico-sociaux qui ont lutté contre la Covid-19. Vous pouvez m'expliquer, à première vue, ça paraît une bonne chose, non ? Alors, la première chose, c'est est-ce que vous en êtes sûr ? Non, mais c'est pas ça. C'est que c'était une mesure qui n'était pas suffisante. D'accord. Et on voulait une extension plus importante, surtout de la prime Covid en général, parce qu'il y a plein de métiers qui n'ont pas obtenu la prime Covid. Tous les soignants et tous les personnels qui ont participé n'ont pas reçu la prime Covid de la même façon. Donc on voulait plutôt étendre par le haut que par le bas. Ah oui, d'accord, oui, donc je comprends mieux. Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Vous le soutenez ou pas ? Non, je pense pas qu'il faille poser les choses... je crois pas, moi, à l'homme ou à la femme présidentielle. D'accord. Providentielle. Vous voyez, c'était un lapsus révélateur encore, ça. Ah oui. Donc je ne crois ni à la femme ni à l'homme providentiel. Okay. Je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur une plateforme de proposition. Oui. Et ensuite sur la personne qui va le porter. Et je pense que là, il essaye de prendre tout le monde de vitesse et que c'est pas la bonne solution. Ouais, mais lui, pour se justifier, il dit qu'il va attendre le vote de 150 000 personnes, enfin le soutien de 150 000 personnes pour se présenter avant de dire officiellement oui, je me présente. Donc, est-ce que c'est pas une légitimité ? Pourquoi 150 000 ? Parce que dans ce cas, non, mais je veux dire, vu le nombre de followers qu'il a, il a choisi un nombre qui n'était pas trop. Alors, je sais que ça correspond à une méthode de sélection. Il a eu 7 millions de voix aux dernières présidentielles, donc 150 000, c'est pas énorme. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème de seuil, et je pense que encore une fois, l'idée, pour moi, c'est plus de se rassembler que de prétendre que tout le monde doit nous rallier sous le même étendard. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux travailler un projet collectif. Là, c'est pas le cas et je le regrette. Ouais. D'accord. Vous êtes satisfait de l'élection américaine ? Ça aurait pu être pire. Je suis satisfait. Oui, je suis content que Joe Biden ait gagné. Pour autant, ça prouve plein de choses. D'abord qu'une démocratie, c'est quelque chose de fragile. Oui. Et qu'on peut, en fonction des comportements qu'on a, la subvertir
la corrompre de l'intérieur. Et pour moi, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Oui. Il y a un risque sur les institutions américaines. Il est encore au moment où on se parle, il est encore présent. Oui. C'est une grande démocratie. Et on voit aussi qu'une grande démocratie peut, si elle tombe dans les mains d'un démagogue, peut franchement mal tourner. Et ça devrait nous inspirer quelque chose. Après, même si le nombre de voix que Biden a fait est extrêmement important, il a 5 millions de voix de plus que Trump. Oui. Pour autant, Trump a dépassé les 70 millions de voix. Donc Et ça, oui. il Il y a encore beaucoup de monde qui le soutient, alors que nous, du point de vue français, ce qu'on nous dit de Donald Trump, c'est qu'il a été mauvais sur toute la ligne. Je ne pense pas qu'il a été mauvais. Il y a la forme et le fond. Il y a la façon dont il incarne son personnage qui, à mon sens, c'est quelqu'un de détestable, dans tous les sens du terme. Oui. Voilà. Et c'est vraiment le Joker, c'est un clown dangereux. Ouais. Pour autant, Ouais. il a pu donner à une partie de la population, et d'ailleurs, dans les faits économiquement, il a pu donner l'impression à une partie de la population Qui avait fait du qu'elle bon elle était prise au sérieux, Oui. que des problèmes comme ceux de la délocalisation qui ont fortement existé aux États-Unis, et comme en France d'ailleurs, hein, il a pu faire comprendre aussi à des gens qui se sentaient oubliés qu'il luttait contre eux, par exemple dans la position contre le libre-échangisme avec la Chine. Ouais, mais c'est brutal, toutes ces décisions. Par exemple, il voulait plus du vin français, alors une taxe de 60 millions, je crois, sur le vin Oui, mais français. on avait fait une taxe sur les GAFAM en même temps. Oui. Ce qui était une bonne chose aussi. Oui. D'ailleurs, de notre part, il aurait fallu aller plus loin. Mais je veux dire, il faut... Même si Trump invite à la caricature, Oui. il ne faut pas non plus le caricaturer. C'est quelqu'un, encore une fois, que je trouve détestable et qui le confirme singulièrement en ce moment. Oui. Mais ça montre aussi les exaspérations qu'il peut y avoir dans un système démocratique. Et dans ce cas-là, il n'est pas évident que n'importe quel fou mal intentionné puisse prendre le pouvoir. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qu'il ne faut pas oublier au bord de la route. Ouais, et c'est ce qui se passe en ce moment. aux États-Unis, quoi, pour être président. Alors, il y a un autre problème, c'est que le système de financement américain est complètement délirant. Et effectivement, ça sera l'élection américaine la plus coûteuse depuis qu'elle existe. On sombre dans des délires financiers. C'est pas le cas encore en France. Espérons heureusement. que ça ne devienne pas. Il y a des lois électorales qui quand même sont beaucoup plus contraignantes en France. Et heureusement, il n'y a pas que l'argent qui fait la différence. Mais encore une fois, c'est un signal. Quand on ne répond pas à une partie de la population ou que la population est désespérée, il ne faut pas s'étonner du résultat. Les policiers qui ne doivent plus être filmés ou alors floutés, vous êtes pour ou contre ? C'est en ce moment en débat à l'Assemblée nationale. Là aussi, je ne comprends pas la surenchère du gouvernement en la matière. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut protéger les forces de police ? La question se pose même pas. Non. Est-ce qu'il faut les empêcher de tomber dans des guet-apens ? La question ne se pose pas. Est-ce qu'il faut faire en sorte que on ait une police bien équipée et professionnelle ? La question ne se pose pas. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, il est évident que la police doit aussi faire l'objet, par exemple, de reportages journalistiques. Et ça pose pas pour moi, ça pose pas de problème. J'entends que les policiers puissent être inquiets pour leur intégrité physique, voire leur intégrité familiale, parce que parfois, il y a des menaces. Mais à un moment donné, quand on passe de cette table à l'autre, il faut faire attention, parce qu'on passe une frontière. Et le problème, c'est que depuis la pandémie, même si on n'en parle pas trop, les libertés publiques sont en train de se restreindre. La question, c'est jusqu'où. On l'a dit tout à l'heure, une démocratie, c'est fragile. Il ne faut pas faire n'importe quoi, même pour faire de la surenchère, même pour faire du populisme. Et là, j'ai l'impression
on est parti dans une spirale qui est difficilement défendable. D'accord. Vous êtes satisfait de la gestion de la crise par le gouvernement? Donc vous avez un petit peu répondu en disant non, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Non, mais c'est un petit peu... Là aussi, c'est bien qu'on puisse avoir ce genre de discussion, parce qu'en général, quand on fait une publication sur Twitter et sur Facebook, c'est pas comme si on avait le temps de développer et d'argumenter. Oui, c'est ça. Donc, première chose, quand le coronavirus arrive, je pense que tout le monde est surpris et que c'est compliqué de s'organiser. Oui. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça aurait été plus facile pour qui que ce soit. Non. Ça, c'est la première phase. Et donc, je veux dire, le gouvernement a fait au mieux, même si pour moi, par exemple pour la question des masques, il aurait fallu poser les choses sur la table et dire voilà, il y a un problème d'approvisionnement. C'est vrai, on va trouver des solutions ensemble, mais pas de dire que c'était pas utile, etc. Et oui. Bon, ça c'est mais je veux dire, le gouvernement a tenté de se débrouiller. Et d'ailleurs, le 16 mars, quand il a fallu voter la première loi sur l'état d'urgence sanitaire, je l'ai voté sans problème. Oui. Mon vrai souci, c'est la période que nous vivons. Parce qu'on voyait bien dès le début du déconfinement, ou plus exactement dès le début de l'été, qu'on allait vers une deuxième vague. Et là, par contre, l'impréparation pour la deuxième vague, elle est difficilement compréhensible parce qu'on avait du temps pour s'adapter. Ils auraient pu faire quoi de mieux? Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait plus de formation au niveau des hôpitaux. Oui. On aurait pu prendre des infirmières du privé pour renforcer nos hôpitaux publics, les salariés. On aurait pu salarier plus de gens pour faire le traçage, parce qu'on n'a pas voulu le faire et maintenant ça nous coûte plus cher a posteriori. On aurait pu faire mieux pour le dépistage, le traçage et l'encadrement de celui-ci que ce qu'on a fait, en dépensant plus d'argent à ce moment-là, mais qui aurait coûté sans doute moins cher que ce qu'on fait actuellement. On aurait pu aussi, par exemple, pour reprendre un point qui est extrêmement sensible en ce moment, sur la fermeture, donner plus de temps pour fermer. Oui. Là, on a fermé du jour au lendemain parce que c'était le dernier carat pour pouvoir le faire. Oui. On aurait pu discuter avec l'ensemble des commerçants avant la prise des mesures pour savoir comment on pouvait mettre en place un confinement alors que une rémunération des commerçants qui devaient fermer plutôt d'avoir des psychodrames et des commerçants laissés dans des situations psychologiques, financières et sociales qui sont catastrophiques. Je veux dire par là qu'il y aurait eu du temps, il y avait une fenêtre de tir pour du temps d'anticipation. Et cette fenêtre, elle a été gaspillée avec les difficultés qu'on a maintenant, parce que le confinement, vous le savez, est mal supporté, mal vécu, et il a des conséquences économiques et sociales. Moi, je suis encore en contact avec des étudiants, ce que je vois, et c'est catastrophique, ce qui se passe avec les étudiants au niveau social. Voilà, donc je dis juste que c'est pas une période facile, et puis, plus fondamentalement, on n'a pas raison tout seul. Or, il faut consulter. Depuis que je suis arrivé au Sénat, moi je vois qu'une chose, c'est un gouvernement avec une majorité qui a l'impression qu'elle a raison toute seule. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'idées, ce n'est pas la question. Et ils ont été élus sur un programme que je ne partage pas, mais sur un programme. Mais ils ont été élus dans des conditions particulières face à l'extrême droite. Donc ce n'était pas forcément un plébiscite du programme d'Emmanuel Macron. Mais pour autant, encore une fois, ne jamais prendre en compte les suggestions du Parlement, singulièrement celles qu'on fait, c'est regrettable. On ne peut pas avoir raison tout seul. Et on aurait pu trouver des solutions qui faisaient plus consensus si on avait pris le temps de discuter et de les mettre en place. Vous êtes convaincu par le spatial français qui perd de la place sur le plan international ? Je pense que tout le programme Ariane est une belle aventure européenne. Je suis pas convaincu que dans le temps SpaceX va forcément tout rafler.
je crois en tout cas que c'est une aventure qu'il faut absolument poursuivre parce que c'est un modèle d'intégration. Mm. Que ce modèle soit concurrencé par d'autres privés Ouais. actuellement, ça peut peut-être faire du bien. Mais Ouais. je crois aussi que c'est aussi un problème de souveraineté. Mhm. On ne parle pas trop de ça, mais la souveraineté, c'est important. Oui. Je veux dire, par là, il ne faut pas que les lanceurs soient les vieux lanceurs russes, ou Mm. alors les nouvelles sociétés, les nouveaux acteurs américains. Parce que Oui. sinon, bien, dans la conquête spatiale et son avenir, l'Europe n'aura plus les moyens Et oui. de ses ambitions. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer. D'accord. Vous êtes pour un report du Black Friday? Bon, c'est aujourd'hui, mais enfin, c'est aujourd'hui. Je sais, j'ai pas vu si ça a été reporté, mais est-ce que vous êtes pour? Si jamais ça devait être reporté. Je, je, je suis pour, dans les situations actuelles, je suis pour un report. Ça, c'est sûr. Et pour Black Friday en général, vous êtes pour ou pas? Parce que ça entraîne quand même la surconsommation. Au niveau écologique, c'est pas top le Black Friday. Je suis complètement d'accord et pour autant il y a plein de consommateurs qui seront tentés à un moment donné parce que les prix seront moins chers. Donc il y a il y a des gens qui se font des petits plaisirs à court terme et Mm. il y a le fait que effectivement ce modèle intrinsèquement n'est pas viable dans le temps. Mhm. C'est aussi simple que ça. On peut notre planète a des ressources limitées. Là, enfin, j'ai l'impression quand même qu'on va dans le mur en klaxonnant. Et ça me pose un problème majeur pour moi. Bon, pas trop, plus trop maintenant, mais je veux dire, pour vous, pour mon fils, oui, Ouais. ça me pose un problème parce que on développe un modèle dont on sait très bien qu'il n'est pas soutenable. Après, il y a une autre question plus terre à terre qui est la question du pouvoir d'achat des gens hein, Ouais. et de la capacité à pouvoir acheter même quelque chose. Je pense pas qu'il faille l'interdire. Mm. Euh, il faut changer de modèle et puis on peut pas imaginer qu'un seul opérateur, en l'occurrence Amazon, puisse faire la loi. Ouais. Amazon a sur son site toutes les statistiques des produits qui fonctionnent, qui cartonnent. Et quelques temps plus tard, vous voyez des copies qui sont faites par Amazon sur la base des informations que eux seuls détiennent. Oui. Par ailleurs, il y a un problème majeur d'imposition. Mm. Ce n'est pas possible que les profits d'Amazon soient aussi peu imposés, notamment en France avec la délocalisation de leurs profits. Et oui. C'est pas possible non plus que, comme ils ont des entrepôts, ils soient pas soumis à l'ensemble de la taxation comme le sont les supermarchés. Ouais. À un moment donné, je veux dire, ce modèle pose problème en soi, et puis après, il peut pas prospérer, il peut pas prospérer dans un vide juridique qui, franchement, fait que c'est profitable pour quelques-uns. Oui. Et je veux dire, c'est très bien, Jeff Bezos est l'homme le plus riche, est l'homme le plus riche du monde, mais Oui. une fois qu'on a dit ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais juste que euh, ça va pas être possible de continuer longtemps de la même façon. Et le modèle, Il faudrait les taxer plus? alors bien sûr qu'il faut les taxer plus, mais il y a un autre problème, c'est Et le comment on modèle. fait pour pallier le fait de taxer plus et qu'ils restent en même temps? Parce que si on les taxe encore plus, ils vont s'en aller, ils vont choisir des pays où ce sera moins, mais ils vont continuer à vendre en France. Je pense pas. Je pense pas. Le seul risque, c'est qu'ils vendent à partir d'autres plateformes. Mais non, mais la question, elle est si. Enfin, j'entends le raisonnement, mais si on Oui. fait ça, on est toujours dans une logique de moins 10 ans. Oui. Faut pas imposer les plus riches parce que sinon ils vont Oui, d'accord. partir. Il faut pas imposer les GAFAM parce que sinon qu'est-ce qui va nous arriver? Oui. Ben, il va nous arriver ce qui nous arrive. On a moins de services publics, moins de revenus pour ceux qui en ont besoin et plus de pauvres. Oui. Donc à un moment donné, Il faut il y a prendre des des choix et il y a responsabilités, des quoi. choix qui sont politiques. D'accord. Est-ce que vous êtes confiant avec l'arrivée de la 5G? C'est hyper. Enfin, honnêtement, là aussi, c'est hyper compliqué. Technologiquement, alors je suis pas représentatif parce que je suis assez geek, j'ai beaucoup de gadgets en toutes sortes, mais Oui. c'est un tropisme personnel. Mm. Euh, je pense là qu'il faut simplement organiser un débat public Oui. sur le sujet.
D'accord. Parce que on n'arrivera pas à... Si on ne se parle pas, même si... Je préfère... vous savez, c'est la fameuse phrase de Voltaire sur la tolérance. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Et c'est exactement ça. Il faut qu'on puisse discuter, même si on est fondamentalement opposés. Oui. Donc effectivement, la 5G, dans certains domaines, la télémédecine, peut être une offre. On sait aussi que la 5G, elle est plus, quand on est dans un espace comme celui dans lequel on est dans ce studio, s'il y a une antenne 5G, elle va me viser plus directement que la 4G qui arrose partout. Et donc, d'une certaine façon, il y a moins de risques. Il y a les ondes millimétriques également de la 5G. C'est quand même un système plus décentralisé. Un système plus décentralisé, mais il y a le problème de la surconsommation énergétique que représente la 5G. Donc, tous ces éléments, bilan, coût, avantage, doivent être posés pour qu'on ait un débat serein en la matière. Et là, on ne part pas sur un débat, il n'y a pas de débat. Oui. Et c'est un problème. D'accord, très bien, merci beaucoup. C'est bientôt fini, et oui, mais avant de se quitter, nous allons faire un jeu. Enfin, je m'entends quand je parle d'un jeu, en fait, c'est plutôt un prétexte pour parler de chiffres avec vous. Allez, jingle. Donc je vous explique les règles du jeu. Je viens de vous donner une feuille où il y a 3 nombres sur le côté et à côté 3 significations. Maintenant, à vous de trouver quel nombre correspond à la signification qu'il y a sur le côté. Alors, pour les nombres, il y a 281, 737, 127. Et pour les significations, il y a le nombre d'heures de séance ordinaire entre 2018 et 2019 au Sénat, le nombre d'interventions en séance et le numéro de la loi proposée pour le vote par correspondance. Le numéro de la loi ? Oui. Ça, c'est beaucoup plus vicieux parce que j'ai signé le BAT, mais j'ai pas fait attention au numéro. Alors... Le nombre d'interventions. De votre part, en oui. séance. Je sais pas. Est-ce que je sais pas 281. Et oui, c'est une bonne réponse. Vous avez fait 281 interventions depuis que vous êtes élu. Est-ce que vous trouvez ça beaucoup ou normal ? Je pense que c'est pas trop mal. Oui. Ça fait parce qu'on n'intervient pas sur tous les textes. Et non. Donc moi j'appartiens à une commission, la commission des lois. Alors il y a 50% des textes qui passent par la commission des lois et du règlement, mais non, même la majorité sénatoriale aurait tendance à croire que j'interviens un petit peu trop, donc c'est plutôt bon signe. Oui. Après, le nombre d'heures de séance. 737, ça me semble. Je me rends pas compte. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je me rends pas compte en volume. Ah ouais ? Parce que ça nous semble, quand on y est, ça semble vachement long. Mais 737 ? Eh bien, 737, oui, c'est le nombre d'heures de séances ordinaires entre 2018 et 2019 au Sénat. Alors, il faut bien faire la différence entre séances extraordinaires et séances... Donc extraordinaire et ordinaire. Donc en tout, ce serait 1300 et quelques heures avec les extraordinaires. Ça m'étonne pas parce que en gros, mais c'est pareil à l'Assemblée. Le Sénat siège tout le temps dans la semaine. On s'interrompt à partir du 15 juillet et on reprend en général vers le 15 septembre, même s'il faut qu'on travaille un petit peu avant. Puis après, il y a 1 ou 2 semaines de vacances, comme les vacances scolaires. Oui. Et donc, après, c'est parce que sinon, la loi passe tout le temps. Et oui, c'est quand même énorme quand on regarde bien. La loi doit jamais s'arrêter, je suis d'accord, mais c'est beaucoup de travail. En plus, tu sais, NRS. Après, j'allais dire, on a été aussi élu pour travailler. Donc, voilà. Je veux dire, faut pas s'étonner je m'étonne pas du travail qu'il y a à faire. Et puis, quand on fait des propositions de loi, on en fait en plus. Oui. Non, honnêtement, ça, je pense que c'est notre rôle. Par contre, quand je discute avec des gens, c'est hyper... Comment dire ça ? C'est hyper compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Oui. Et pourtant, il faut maintenant, je le vois de plus en plus, même si c'est pas moi je suis de passage et ça sera des autres à ma place après, et c'est normal, c'est le sens du monde. Je veux dire par là, il faut des législateurs spécialisés. Bien sûr. Parce que
autant il faut plus de participation citoyenne et plus de moyens pour les citoyens de participer à l'élaboration de la loi. Ouais. Et on a fait des propositions là-dessus. C'est déterminant. C'est la seule façon d'avancer. Mais il faut une régularité. Il faut des gens qui assurent la continuité parce que les textes sont hyper techniques et demandent vraiment, je pense, pas mal de travail pour s'impliquer dedans. Ouais. Et donc, j'en conclus que 127, c'était le numéro de la... En effet, 127, c'est le numéro de la loi proposée pour le vote par correspondance pour le président de la République. Pour le président de la République, oui. Je le retiens. Bon, bah voilà, merci beaucoup. Avant de nous quitter, c'est votre moment, monsieur Éric Kerrouche. C'est le moment de votre carte blanche. Vous pouvez nous parler de ce que vous voulez. Alors, du coup, je pensais encore faire un truc, non. refaire un truc sur le vote par correspondance. Peut-être. C'est traître hein, comme parti. Mais je vais repartir là-dessus sur le. Comment dire ça ? La démocratie, c'est pas un champ de bataille. J'ai des adversaires en politique, mais c'est pas des ennemis au sens de la guerre. Et ce que je regrette actuellement, c'est que de plus en plus, la démocratie, le débat, c'est plutôt présenté sur le mode de la guerre, de la polémique. C'est celui qui l'ouvre le plus fort, c'est celui qui est le plus excessif, c'est celui qui dépasse le plus les bornes, dont on a l'impression qu'il ramasse tout. Oui. Et je pense que c'est à l'opposé de la façon dont devrait fonctionner la démocratie. On est rentré dans une espèce d'hystérie qui est encore augmentée par les réseaux sociaux où tout le monde se fout sur la gueule avec tout le monde et on a l'impression que ça devient une finalité en soi. Oui. Et mon problème, si vous voulez, c'est que quand on est là-dedans, on est uniquement dans la forme et pour la forme et on oublie la finalité de ce que devrait être la politique, c'est-à-dire qu'on s'engage pour faire des choses, pour faire évoluer les choses et pour transformer dans la mesure du possible la réalité. Et ça, on sort complètement de ça parce que on est dans l'entrefilé, dans la réponse d'un tweet à un tweet et on oublie tout ce qu'il y a derrière. On oublie le fait que, je vous l'ai dit, la pauvreté se développe, que pendant 6 mois et au-delà, ça va être catastrophique pour toute une partie de la population française et c'est déjà le cas dans certaines familles. Et tout ça disparaît devant cette espèce de tourbillon, de cyclone qui fait qu'on devient étranger à nous-mêmes. Et c'est quelque chose que je regrette profondément. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre. Merci de l'invitation.